Bon, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre audition, parce que à la fois on a le plaisir de recevoir Monsieur le Ministre, je ne voudrais pas trop le faire attendre, et ensuite on a un ordre du jour assez copieux. Donc, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin, Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, que nous auditionnons d'ailleurs pour la première fois au sein de notre commission. Je ne résiste pas au fait de recevoir avec plaisir un Yvelinois. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, votre audition s'inscrit en partie dans la continuité de celle de Madame Christelle Edman, directrice générale d'Orange, de Madame Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, ainsi que de celle plus récente et plus mouvementée de Monsieur Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad Free. Notre commission a pu constater à plusieurs reprises, j'allais dire, l'énervement collectif qui existe aujourd'hui autour de la question des tarifs du dégroupage, c'est-à-dire du prix payé par les opérateurs commerciaux à Orange en tant qu'opérateur d'infrastructures historique du réseau cuivre, dont la fermeture est prévue à l'horizon 2030. Alors que l'opérateur historique plaide pour une hausse de ses tarifs, ça ne nous a pas échappé, à vous non plus, la proposition de révision de ces tarifs de l'ARCEP étant actuellement soumise à la validation de la Commission européenne, les autres opérateurs refusent toute hausse. Bouygues Télécom a ainsi porté plainte contre Orange pour défaut d'entretien du réseau cuivre, tandis que Free, ça ne nous a pas échappé non plus, dénonce une désincitation à la fermeture rapide du réseau et le maintien, dit-il, d'une rente historique injustifiée. Nous sommes conscients que cette problématique relève de la compétence de l'ARCEP. Nos inquiétudes portent aujourd'hui plus largement sur l'état de la concurrence et de la régulation d'un secteur qui cristallise aujourd'hui le mécontentement de certains abonnés, des usagers, souvent des élus et des collectivités territoriales que nous représentons ici. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur la situation actuelle? Les contrôles exercés par l'ARCEP, par l'autorité de la concurrence, vous semble-t-il suffisant pour assurer un juste niveau de régulation sans favoriser un opérateur plutôt qu'un autre? D'un côté, il y a les moyens juridiques que nous pouvons confier en tant que législateurs aux régulateurs, mais qui sont aujourd'hui menacés, par exemple, par la contestation par Orange de la constitutionnalité du pouvoir de sanction de l'ARCEP. Mais il y a aussi de l'autre côté la volonté politique que nous incarnons ensemble. N'est-ce pas aussi le rôle du gouvernement de remettre tout le monde autour de la table et de trouver une solution de sortie de crise? Sans la proposition de loi volontairement offensive de notre collègue Patrick Chaize, qui sera examinée ce matin par la Commission de l'aménagement du territoire, et d'ailleurs je crois qu'il s'y rendra, et que nous ne commenterons donc pas en détail, ni l'ARCEP ni les opérateurs de télécommunications n'auraient accepté de publier les plannings et les comptes rendus de leur intervention de raccordement, ainsi que de notifier des plans de reprise ou de reconstruction de leurs réseaux les plus problématiques. Donc soyez assuré, Monsieur le Ministre, qu'au Sénat, la volonté politique de faire bouger les lignes est bien là. Au sein de la Commission des affaires économiques, nous sommes désormais néanmoins convaincus qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est peut-être consubstantiel au Sénat. Et c'est pourquoi nous accordons une attention particulière à la qualité, à la pérennité, à la résilience de nos réseaux de télécommunications. Ainsi, votre annonce récente de la recherche d'un nouveau deal avec les opérateurs de télécommunications a particulièrement fait réagir. Il suscite bien sûr beaucoup d'intérêt, mais également des interrogations dans la mesure où le plan France très haut débit n'est toujours pas finalisé. Les raccordements complexes jusqu'au dernier abonné, au dernier mètre, doivent encore être largement financés, tandis que les observateurs du secteur constatent le ralentissement des raccordements à la fibre optique dans les zones très denses et les zones d'initiative privée. Avant de brandir une réforme de l'imposition forfaitaire des réseaux, des entreprises de réseau, l'IFER au bénéfice des opérateurs et au risque des collectivités territoriales, ne faudrait-il pas s'assurer que les opérateurs finalisent les engagements auxquels ils ont souscrit? D'autre part, une réflexion sur l'implantation des antennes dont le déploiement s'est forcément accéléré avec l'amélioration de la couverture numérique de nos territoires nous semble opportune.
Nous le constatons tous, l'impression est plutôt celle d'un déploiement précipité et parfois désordonné, plutôt qu'une véritable stratégie coordonnée et concertée d'implantation de la part des opérateurs. À cet égard, l'expérimentation prévue par l'article 222 de la loi Élan, permettant de déroger temporairement aux décisions d'urbanisme, s'est terminée l'année dernière. Monsieur le ministre, nous sommes toujours en attente de la part du gouvernement du bilan de cette expérimentation et nous l'attendons depuis, on va dire, quelques mois. Voilà. Monsieur le ministre, avant de vous céder la parole, permettez-moi encore de vous interroger rapidement sur l'actualité numérique et législative des prochains mois. Un projet de loi visant à transposer les règlements européens sur l'ensemble des services et des marchés numériques a récemment été annoncé, transmis. Avez-vous des informations sur le calendrier? S'agira-t-il d'une simple transposition ou bien prendrez-vous l'opportunité pour légiférer sur d'autres sujets? Et enfin, beaucoup d'initiatives parlementaires se multiplient. Nous aurons des propositions de loi sur la majorité numérique à 15 ans, pour lutter contre la haine en ligne, l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, bientôt sur les influenceurs, puisque notre collègue ici présente, Amel Gacquerre, a récemment été nommé rapporteur. Comment envisagez-vous l'articulation de tous ces textes, de ces séquences numériques, et quelles sont la stratégie et l'ambition qui sont portées par le gouvernement? Voilà, Monsieur le ministre, quelques premières questions avant que ne soit donnée la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour votre invitation et votre accueil. Un mot donc sur la question des réseaux de télécommunications, suivi d'un mot, si vous me le permettez, sur la régulation des entreprises de l'économie numérique. Sur le sujet des réseaux de télécommunications, vous avez rappelé, Madame la Présidente, que nous arrivons au 10e anniversaire du plan France Très Haut Débit et au 5e anniversaire du New Deal mobile. Et même s'il y a évidemment un certain nombre de problèmes à résoudre, il faut quand même constater que ces deux plans ont produit leurs effets, à la fois en termes de calendrier, rendre en 2022 80% des locaux raccordables à la fibre, telle était la promesse du plan France Très Haut Débit en 2012, et puis effacer des milliers de zones blanches année après année, telle était la promesse du New Deal mobile. Et si cela a fonctionné, et sans dérapage budgétaire, sans renier le calendrier initial, c'est sans doute parce que, une fois n'est pas coutume, l'État a su travailler aux côtés des élus locaux, des opérateurs télécoms, trouver le bon équilibre et des responsabilités et des efforts que chacun devait consentir, et le résultat est au rendez-vous, comme quoi c'est possible quand, dès le départ, on s'accorde sur la responsabilité et l'effort à consentir pour chacun. Ceci étant dit, ces succès s'accompagnent de dysfonctionnements importants et vous les avez évoqués en faisant référence à la proposition de loi de Patrick Chaize. Je pense notamment aux problèmes de qualité sur la fibre qui tiennent à trois raisons principales. La première, c'est l'existence de réseaux historiquement mal dimensionnés ou atypiques, notamment ces réseaux qui avaient été déployés avant même le lancement du plan France Très Haut Débit il y a 10 ans et qui ne répondaient pas donc au cahier des charges qui a ensuite été fixé et qui a servi de standard. Ça, c'est la première des explications des problèmes relevés par nos concitoyens. La deuxième, c'est que nous sommes allés très vite dans le déploiement de la fibre. Nous avons mis 10 ans là où le réseau cuivre s'est déployé en plusieurs décennies. En moyenne, depuis 2018, c'est 20 000 prises fibres qui sont déployées chaque jour dans notre pays. Et donc, quand on va vite, la bonne nouvelle, c'est que nos concitoyens peuvent être raccordés plus rapidement, mais ça occasionne effectivement un certain nombre de difficultés. Et le troisième élément, c'est la répartition des responsabilités dans la chaîne qui lie les opérateurs d'infrastructures et les opérateurs commerciaux. Et c'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion des parlementaires, au premier rang desquels Patrick Chaize, j'ai orienté l'été dernier mon action en priorité sur ce sujet de la qualité. Dès les premiers jours de l'automne, la filière a remis ou a présenté un certain nombre d'engagements qui s'articulent autour de trois axes: le renforcement de la qualité des interventions,
le renforcement des contrôles et la reprise des infrastructures dégradées, et puis la reprise des réseaux défectueux. Nous sommes très vigilants à ce que ces engagements qui ont été pris il y a à peu près 6 mois soient évidemment respectés. Le premier engagement, c'est celui de la part des opérateurs de travailler, d'établir un cahier des charges définissant une certification et les compétences minimales requises sur les raccordements finaux pour essayer de mettre fin à ces situations où des techniciens se présentent devant les armoires de fibres sans avoir l'air de vraiment connaître ce que requiert un raccordement. Ces référentiels de compétences sont désormais prêts et ils seront intégrés et appliqués dès la fin du mois d'avril. Et en tout cas, nous allons y veiller car des 3 engagements qui ont été pris, c'est peut-être celui sur lequel les opérateurs ont pris le plus de retard. Le deuxième de ces engagements, c'est le renforcement des contrôles par la transmission par les opérateurs commerciaux de leur planning d'intervention et par la mise en œuvre du compte-rendu des interventions qui permet un contrôle mutuel entre les opérateurs. Donc ça, c'est un sujet très important puisque entre le point de mutualisation et le domicile, si un problème survient, il peut relever soit de la responsabilité de l'opérateur commercial qui a la responsabilité du dernier kilomètre ou des derniers mètres, soit de la responsabilité de l'opérateur d'infrastructure qui a la charge des points de mutualisation notamment. Et lorsqu'une défaillance survenait jusqu'à présent, il y avait une tentation de part et d'autre de se renvoyer la responsabilité, ce qui pouvait occasionner des délais très longs. Désormais, chaque fois qu'un technicien intervient, il doit prendre une photo avant, une photo après, et photos qui sont partagées avec l'ensemble des parties prenantes, ce qui permet très rapidement d'établir les responsabilités. Et de même que les plannings d'intervention de ces techniciens sont désormais connus de tous. Ce que nous constatons, c'est que les comptes rendus d'intervention sont désormais fournis. Plus de 200 000 comptes rendus d'intervention ont été fournis au 3e trimestre 2022, les derniers chiffres dont nous disposons. Et les taux de conformité calculés par les opérateurs d'infrastructure révèlent une nette progression de la conformité de ces comptes rendus d'intervention. Le 3e engagement, je l'ai dit, c'était la reprise des infrastructures dégradées, que ce soit au niveau des points de mutualisation ou des réseaux vieillissants ou mal dimensionnés, qui nécessitent une reprise globale de l'infrastructure. Plusieurs opérateurs ont notifié à ma demande un plan de reprise de 1000 points de mutualisation à l'ARCEP correspondant à 450 000 locaux. C'est le cas, par exemple, dans le département de l'Essonne, où je me suis rendu pour vérifier qu'effectivement, ces travaux de reprise intégrale des réseaux étaient bien avancés. Donc, en résumé, la formation des techniciens, en principe des avancées à la fin du mois, nous restons vigilants car c'est sur ce point que, disons, peut-être un peu de retard a été pris. Le partage des comptes rendus d'information et des comptes rendus d'intervention et des plannings d'intervention des techniciens, ça c'est bien en place. Et puis la reprise des points de mutualisation défaillants est elle aussi bien avancée. Par ailleurs, l'ARCEP, à qui nous avons confié le suivi de ces engagements, organise des points réguliers en présence notamment des associations d'élus, premiers interlocuteurs sur le terrain. Nous partageons donc le constat porté par la proposition de loi du sénateur Patrick Chaize, dont l'objectif est de résoudre les difficultés d'exploitation constatées sur les réseaux en fibre optique, débranchements sauvages d'abonnés, malfaçons dans les armoires de rue, dégradation des réseaux, cascade de rentes sous-traitance, etc. Et je remercie Patrick Chaize qui nous a permis d'obtenir un certain nombre de concessions et d'engagements de la part des opérateurs. En revanche, s'agissant de la proposition de loi, je me permets de vous signaler une vigilance sur une potentielle remise en cause du mode stock. J'ai bien conscience que ce n'est pas tout à fait la volonté du président Chaize. Il est donc crucial que ça puisse se matérialiser dans la rédaction du texte qui sera présenté en séance publique le 2 mai. Rendre l'opérateur d'infrastructure responsable vis-à-vis de l'utilisateur final oblige les opérateurs à refondre l'ensemble de leur contrat, mettant un coup d'arrêt au déploiement. J'insiste sur le caractère massif et contraignant de cette nouvelle donne, car à ce jour, c'est l'opérateur commercial qui assure cette responsabilité. C'est le seul à même d'assurer les fonctions de raccordement final. Le changement de responsabilité de l'opérateur d'infrastructure à l'opérateur commercial ne changerait en rien la qualité des raccordements puisque les sous-traitants seraient exactement les mêmes. Il risquerait de créer cependant des problèmes de concurrence. Certains opérateurs d'infrastructure étant eux-mêmes opérateurs commerciaux, ils auraient
intérêt à privilégier leurs clients abonnés pour effectuer les raccordements. Par ailleurs, en supprimant directement la relation entre le consommateur et son opérateur, un certain nombre d'entre eux risquent de ne pas être raccordés, soit de manière pérenne, car cela ne sera pas rentable pour l'opérateur d'infrastructure, ou dans un temps beaucoup trop long. Pour autant, l'idée de renforcer les pouvoirs de l'autorité de régulation et notamment d'audit dans l'article 4 de la proposition de loi est pertinente. Force est de constater que, bien que les sujets de qualité de service soient considérés comme prioritaires par l'ARCEP depuis 4 ans, j'ai conscience que les effets peinent à se matérialiser. Et par ailleurs, l'article 5 permettant de sécuriser le droit des consommateurs, des usagers, est lui aussi très utile en prévision du droit au très haut débit pour tous. En résumé, la position du gouvernement sur la proposition de loi de Patrick Chaize est la suivante. Le mode stock n'est pas idéal, puisque nous avons, je l'ai évoqué, deux types d'acteurs, les opérateurs d'infrastructure, les opérateurs commerciaux, donc un partage des responsabilités, ce qui peut occasionner des frictions lorsqu'il s'agit d'établir les responsabilités en cas de défaillance. Le choix initial du mode stock a essayé de trouver le bon équilibre entre les avantages et les inconvénients. Et plutôt que de remettre en question le mode stock comme le proposent les premiers articles de la proposition de loi, nous soutenons les derniers articles de la proposition de loi qui, eux, veulent renforcer les pouvoirs de l'ARCEP pour faire, si l'on peut dire, la police, lorsque les uns ou les autres se défaussent vis-à-vis de leurs responsabilités. Et c'est dans ces conditions-là que nous pourrons soutenir et, à mon avis, faire le meilleur usage de cette proposition de loi. Peut-être ensuite, pour répondre à votre question, Madame la Présidente, sur la suite. Nous sommes désormais à un moment charnière dans le déploiement du plan France Très Haut Débit. Et mon objectif est très simple, il s'agit de rendre le très haut débit, et notamment la fibre, accessible, abordable et fiable pour tous nos concitoyens. Et effectivement, à ce stade, il s'avère nécessaire de trouver un accord avec l'ensemble des parties prenantes, car par rapport à la situation qui prévalait il y a 10 ans, lorsque le plan France Très Haut Débit a été lancé, des éléments nouveaux surviennent qui doivent nous amener à travailler ensemble à ce nouvel accord. Le premier de ces éléments, c'est la fermeture du réseau cuivre, le plan d'Orange, qui est une bonne chose car il ne serait pas responsable de conserver deux réseaux, le réseau fibre et le réseau cuivre. C'est une aberration sur le plan, ce serait une aberration sur le plan économique et ce serait une aberration sur le plan écologique, puisque le réseau cuivre est particulièrement énergivore. La dépose du cuivre, la fin du réseau cuivre incite les Français à migrer vers un abonnement fibre pour continuer à bénéficier des services téléphoniques et d'Internet. Il est donc crucial de prendre en compte ce paramètre pour accompagner les Français dans ce changement et notamment les éventuels travaux auxquels ils devront faire face, mais surtout pour s'assurer qu'il y a bien de la fibre déployée partout sur le territoire et en l'occurrence sur des zones ne bénéficiant actuellement d'aucune contrainte réglementaire. Par ailleurs, d'autres solutions en très haut débit comme le satellite et la 4G fixe sont accessibles pour pallier l'absence de la fibre. Ces technologies font l'objet de subventions grâce au guichet cohésion des territoires. Autrement dit, il y a 10 ans, le plan France Très Haut Débit avait pour objectif de rendre raccordables nos concitoyens, 80% à l'horizon 2022, et puis tendre vers le 100% quelques années plus tard. Mais raccordable ne veut pas dire raccordé. Or, pour déposer le réseau cuivre, il faut passer du raccordable au raccordé. Et il y a donc une marche supplémentaire à franchir par rapport à ce que les concepteurs du réseau France Très Haut Débit avaient imaginé à l'époque. Autre point à prendre en compte, celui récent des plans de dépose 2G et 3G des opérateurs entre 2025 et 2030. Cette dépose va faire baisser les recettes des collectivités. En effet, chaque opérateur versait 1 789 € pour chaque équipement fixé à une antenne mobile. En retirant les équipements 2G et 3G pour ne laisser que celles en 4G et 5G, les collectivités vont faire face à un manque à gagner. Deuxième élément nouveau auquel on ne pouvait pas s'attendre au moment où on concevait le plan France Très Haut Débit il y a 10 ans. Et puis enfin, les récents enjeux climatiques et géopolitiques nous obligent à garantir un niveau de fiabilité des réseaux important pour ne pas impacter la vie économique et la sécurité de nos concitoyens. Là aussi, une donne un peu nouvelle par rapport à ce que les concepteurs du plan France Très Haut Débit avaient à l'esprit il y a 10 ans. Évidemment, ce nouvel accord ne doit en aucun cas écraser les engagements déjà pris par les opérateurs, que ce soit sur certaines zones d'agglomération ou dans les contrats conclus avec les collectivités. Il s'agit juste d'apporter une réponse à une situation comportant ces faits nouveaux.
Nous devons être dans l'action et prendre en compte les difficultés structurelles de chacun pour convenir d'un équilibre avec en ligne de mire la génération de la fibre et l'accompagnement de nos concitoyens dans l'appropriation de cette nouvelle technologie. Mon objectif, c'est donc de préparer et d'accompagner la transition vers la fibre. Cela nécessite de répondre à toutes les attentes de nos concitoyens, ceux qui sont en attente du déploiement de la fibre pour souscrire un abonnement, mais aussi et surtout ceux qui n'en ont pas besoin et qui ne doivent pas pâtir du changement de technologie dans leur quotidien. Cela passe par exemple par des garanties de tarifs abordables. Une personne souhaitant uniquement des services de téléphonie ne doit pas être contrainte de souscrire un abonnement Internet. Vous l'aurez compris, il s'agit de faire un dernier effort et de demander un dernier effort aux opérateurs, en tout cas de leur faire gravir cette marche. Et je sais pouvoir compter sur eux et sur leurs responsabilités pour répondre présent comme ils l'ont fait dès le départ. Ce sont encore de lourds investissements qui sont ainsi nécessaires et attendus de leur part. Et en parallèle, évidemment, l'État s'engagera pleinement dans l'aménagement numérique des territoires, car il ne peut être envisageable qu'il ne relève du seul ressort et de la seule responsabilité des opérateurs. Nous avons ainsi conscience que pour certains de nos concitoyens, le passage à la fibre peut occasionner des coûts via des travaux parfois importants au sein de leur propriété, à l'instar des aides de l'État pour les ménages les moins aisés qui souhaitent installer des bornes de recharge pour leur voiture électrique. Nous pourrions imaginer un mécanisme de soutien similaire. L'ensemble de ces actions vise à rendre effectif un droit au très haut débit pour tous. Il s'agit de garantir aux citoyens l'accès à des offres très haut débit à un prix abordable. Voilà ce que je pouvais dire en introduction sur les réseaux de télécommunications. Un mot sur la régulation des entreprises dans l'économie numérique pour confirmer qu'effectivement, Madame la Présidente, je présenterai, disons, à l'approche de l'été, un projet de loi en principe, même si le calendrier reste à la main de la Première ministre, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique et en premier lieu d'adapter le droit français pour que puissent s'appliquer 2 règlements acquis sous présidence française, très largement inspirés de travaux auxquels vous-même et des commissaires ont pu contribuer ces dernières années, que sont le règlement sur les marchés numériques, le règlement sur les services numériques, qui, chacun à sa manière, révolutionne la manière dont nous régulons, dont nous entendons faire respecter un certain nombre de règles dans l'espace numérique. Le règlement sur les marchés numériques veut mettre fin à des situations de concurrence inéquitable, de pratiques déloyales, d'abus de position dominante dans l'économie numérique. Et ce faisant, le règlement opère une sorte de bouleversement dans le droit de la concurrence, puisque certaines de ces pratiques auxquelles des géants du numérique, comme on les surnomme, s'adonnaient jusqu'à présent, étaient contrôlées a posteriori par les autorités de la concurrence, puis éventuellement sanctionnées, mais dans des délais qui ne permettaient pas de rendre justice, si l'on peut dire, aux plaignants, c'est-à-dire aux entreprises qui subissaient ou qui souffraient de ces pratiques commerciales, inéquitables. Je prends un exemple. Lorsque vous faites l'acquisition d'un smartphone, le constructeur du smartphone va vous imposer, assez naturellement, vous imposer jusqu'à présent un navigateur, un moteur de recherche, un assistant personnel. Si vous êtes une entreprise française qui développe un moteur de recherche français, bon courage pour entrer sur ce marché dès lors que tous les utilisateurs de smartphones ont par défaut accès à un navigateur qui est préinstallé sur leur téléphone. Ceci est une pratique de vente liée qui auparavant aurait été constatée par une autorité de la concurrence qui aurait essayé d'établir si oui ou non il y avait captation d'un marché et éventuellement aurait sanctionné quelques mois ou quelques années plus tard l'entreprise en question. Cette pratique, au terme du règlement sur les marchés numériques, sera désormais interdite dans tous les États membres de l'Union européenne et un constructeur de smartphone devra offrir le choix à l'utilisateur du moteur de recherche, du navigateur ou de l'assistant personnel qu'il préfère. Et il en est ainsi de 25 autres pratiques considérées comme déloyales qui seront désormais interdites dans tous les États membres de l'Union européenne, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial ou 20% en cas de récidive. Voilà pour le règlement sur les marchés numériques. Le règlement sur les services numériques, lui, vient faire rentrer les plateformes de réseaux sociaux et de places de marché dans l'ère de la responsabilité.
aux origines, lorsque Internet a été réglementé au départ, les hébergeurs tels que ces plateformes de réseaux sociaux ou places de marché ont été considérés comme, si l'on peut dire, des entrepôts n'ayant pas de responsabilité vis-à-vis de ce qui était entreposé en leur sein. C'était la vision que d'ailleurs défendait la France et l'Europe d'un Internet ouvert qui puisse faciliter la communication et l'échange. On voit bien avec le développement de la contrefaçon, par exemple, sur certaines places de marché, la prolifération de la désinformation, de la haine en ligne, du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, que cette logique ne tient plus et qu'il fallait donc établir un nouveau régime de responsabilité. Et c'est ce que fait le règlement sur les services numériques, adopté lui aussi l'année dernière sous présidence française, qui va imposer un certain nombre d'obligations nouvelles et d'interdictions aux plateformes de réseaux sociaux et de places de marché, comme notamment celle de modérer les contenus illicites et les contenus qui leur sont signalés, comme le fait de s'abstenir de faire de la publicité ciblée sur les mineurs, comme le fait de devoir faire auditer leurs algorithmes par des autorités extérieures, et comme le fait de devoir partager leurs données avec des chercheurs qui pourront analyser le fonctionnement de ces plateformes. En cas de non-conformité avec les obligations fixées par ce règlement, qui est lui aussi d'application directe, les pénalités pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires et en cas de récidive, jusqu'à une interdiction d'opérer sur le territoire de l'Union européenne. Ces deux règlements sont d'application directe. Ils nécessitent néanmoins que le droit français puisse être adapté pour qu'il puisse correctement s'appliquer, que les autorités nationales chargées du contrôle de ces obligations puissent être dûment désignées. Et c'est le cœur du projet de loi qui sera présenté, mais qui sera l'occasion, comme les propositions de loi qu'au mois de mai, le Sénat aura à connaître, de débattre de ces questions de régulation qu'évidemment, le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques n'épuisent pas complètement. Pour nourrir ces discussions, j'aurais cité notamment les travaux émanant du Sénat. Je pense à ceux sur l'industrie de la pornographie, un chantier transpartisan d'ampleur qui a décliné les potentiels de régulation du secteur, au rapport de Mme Florence Blatrix-Contat, conjointement réalisé avec Catherine Morin-Desailly, précisément sur les enjeux relatifs au DSA, au DMA, mais également le travail de Mme la présidente Sophie Primas sur les enjeux et propositions d'action visant à accroître notre souveraineté technologique, notamment en matière du cloud, sujet sur lequel Bruno Le Maire et moi-même sommes extrêmement mobilisés. Mais on peut citer également les travaux sur la cybersécurité, les rapports de Serge Barbary, Rémi Cardon et Anne-Catherine Loisier qui ont été produits récemment. Pour ce qui est de la concurrence et de la souveraineté économique européenne, plusieurs rapports ont été élaborés par Patrick Chaise, Alain Chatillon, Franck Montaugé et Amel Gacquer. En matière de lutte contre la haine en ligne, je pense aux travaux législatifs de Yves Boulou. Et enfin, concernant le contrôle parental, les travaux législatifs de Sylviane Noël. C'est livrable... Bravo. Hein? Ah ben vous savez que... les bonnes idées ne tombent pas du ciel et ayant moi-même été parlementaire, je connais la qualité de ces rapports qui permettent de préparer précisément les évolutions dans le dialogue entre le gouvernement et le Parlement. Donc en résumé, notre combat pour un Internet plus sûr et équitable pour nos concitoyens ne se limite sans doute pas à la mise en œuvre du DMA et DSA, même si ce sont des acquis extrêmement importants. Ces efforts de vigilance accrus nourris par les propositions des chambres s'incarnera dans les prochaines semaines par un texte du gouvernement. Et pour l'enrichir, j'organiserai des temps d'échange et de travail avec tous les parlementaires qui le souhaitent afin qu'ensemble nous portions un texte ambitieux, précis et concret pour répondre aux enjeux auxquels nous faisons face. Voilà, Madame la Présidente, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais ce sont deux sujets d'importance majeure pour notre pays et nos concitoyens. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais donc laisser la parole à mes collègues. Nous allons commencer par Patrick Chaise et peut-être je vous laisserai réagir à ces questions après, puisque Patrick doit rejoindre la commission pour sa PPL, commission du développement durable pour sa PPL à 10h. Patrick. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour vos propos liminaire. Donc, effectivement, je m'excuse par avance de vous quitter avant la fin de cette audition pour rejoindre la commission aménagement du territoire. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre,
La France est en pointe sur beaucoup de sujets qui concernent le numérique, que ce soit le déploiement, le choix du FTTH, mais aussi que ce soit sur les mesures environnementales, voire les mesures de sécurité. Et on peut s'en féliciter et considérer que cet exemple français puisse prospérer chez nos voisins européens. Alors j'ai bien entendu votre soutien à la PPL que je vais donc discuter tout à l'heure avec la Commission aménagement du territoire, avec quelques exceptions, mais je voudrais tout de suite effectivement faire évacuer un sujet qui est présenté par les opérateurs, parce que je pense que ça les intéresse de le présenter comme ça, qui est de dire que cette PPL remet en cause le mode stock. Je veux dire, en aucun cas et à aucun moment, dans aucun article, on dit le mode stock est à bannir. Voilà. Alors même que, je le remarque, dans tous les autres réseaux, ce n'est pas l'opérateur commercial qui réalise le branchement. Que ce soit l'électricité, le gaz, l'eau, ce sont les opérateurs d'infrastructure qui réalisent le raccordement des abonnés finaux. Et ça fonctionne. Donc je veux dire, quelque part, dans le numérique, ça devrait pouvoir fonctionner. Mais soit, encore une fois, je ne le remets pas en cause. L'idée qui est dans cette PPL, c'est d'accompagner les engagements qui ont été pris devant vous, Monsieur le Ministre, et de faire en sorte que ces engagements soient un petit peu actés dans un document un peu plus fort qu'un accord entre deux parties sur un coin de table par la loi. Donc je suis persuadé, mais vraiment persuadé, que dans le débat qu'on aura début mai, nous allons nous retrouver sur une position commune qui permettra en fait de répondre à la question qui est vraiment la question de la qualité des raccordements pour nos collectivités et nos concitoyens. Alors, j'ai fait, donc, en introduction, je veux dire, une présentation très positive de ce qui se passe sur le numérique, mais il y a toujours un mais. Il reste effectivement un certain nombre de choses à faire. Madame la Présidente a évoqué le tarif du dégroupage, vous avez évoqué le foncier pour les pylônes de téléphonie mobile, on a parlé de la qualité des raccordements, de l'IFER. Tous ces points, en fait, sont aujourd'hui des chantiers à part entière. Et j'aurais donc une question simple à vous poser, c'est selon vous, quel est le chantier essentiel et prioritaire qu'il faut engager dès aujourd'hui? Et enfin, une deuxième question, parce que j'ai promis d'être court, une deuxième question, c'est que lors de l'audition effectivement de Xavier Niel il y a quelques semaines ici dans cette commission, il a évoqué la possibilité, même la demande quasiment, d'un New Deal. Et j'aimerais avoir votre position sur ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vais vous laisser répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je crois que sur le sujet de la proposition de loi, on est aligné avec la position du rédacteur, c'est-à-dire la nécessité de conserver ce mode stock qui n'est pas sans défaut, de le corriger avec notamment à l'article 4 le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'ARCEP et de faire dans le même temps respecter les engagements qui ont été pris, puisque je crois que tout le monde peut s'accorder ici pour dire qu'il serait trop dommage que les problèmes de qualité sur la fibre, si l'on peut dire, ternissent le tableau d'un chantier industriel qui est une fierté française. La France, grâce à ce plan France très haut débit, se situe à la tête des pays les plus avancés dans le déploiement de la fibre en Europe. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut se réjouir d'une telle réussite industrielle dans notre pays. Et donc, on ne doit pas laisser ternir ce tableau par des problèmes de qualité. Et la proposition de loi vient apporter un certain nombre de réponses. Sur le chantier le plus important, je pense que le chantier le plus important, c'est celui que j'évoquais dans mon introduction, qui est de franchir la dernière marche, si l'on peut dire, de ce grand chantier de la fibre et de passer du raccordable au raccordé. Et pour cela, il faut trouver un accord, et le président de l'AVICA a lui-même appelé à ce nouvel accord avec l'ensemble des parties prenantes, État, opérateurs et collectivités, pour relever un certain nombre de défis. Les défis du génie civil dans le domaine public comme dans le domaine privé, puisque si nous sommes à 80% des habitations dans notre pays qui sont raccordables, les 20% qui restent
vous imaginez bien que ce sont probablement les habitations qui sont les plus difficiles, les plus coûteuses à rendre raccordables. Il y a la nécessité pour offrir des garanties suffisantes à nos concitoyens pour leur permettre de basculer de leur abonnement cuivre vers leur abonnement fibre, de tarifs sociaux, de débit minimum et puis d'une aide à l'installation dans le domaine privé lorsque les travaux peuvent représenter des coûts très significatifs. On le voit, un effort financier assez significatif qui va nous falloir porter ensemble. Et comme cela a été fait il y a 10 ans, au moment où on commençait ce grand chantier du plan France Très Haut Débit et où collectivités, État et opérateurs se sont mis autour de la table pour se répartir l'effort de manière équitable et juste, il nous faut maintenant nous mettre autour de la table pour faire ce même partage de responsabilités et d'efforts à consentir pour franchir cette dernière marche et puis préparer la bascule définitive du cuivre vers la fibre. Ensuite, sur le troisième point qui est celui du New Deal, d'abord, vous dire une nouvelle fois que le New Deal continue d'avancer. Les dotations, comme vous le savez, au département se font au rythme escompté et nous aurons donc identifié à peu près 5000 sites à l'horizon 2025, 5000 zones blanches effacées définitivement de la carte de France, même s'il faudra attendre jusqu'en 2027 pour que tous les sites soient entrés en fonctionnement. Il y a encore des délais de 12 à 18 mois pour la mise en service d'un site. Est-ce que nous aurons définitivement résolu tous les problèmes d'accès au réseau mobile ? Probablement pas. Et c'est la raison pour laquelle, pour anticiper sur ce chantier sur lequel nous nous pencherons à ce moment-là, nous avons d'ores et déjà demandé à l'ANCT de sonder les équipes projets qui, comme vous le savez, attribuent les dotations départementales aux sites en attente d'une couverture. Nous leur avons demandé de faire remonter les besoins qui seront nécessaires à l'issue du New Deal mobile. Donc en gros, l'objectif, c'est bien de terminer la première génération du New Deal et puis de commencer à anticiper sur les besoins qui resteront non satisfaits à l'issue de ce grand plan. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Patrick. Sylviane Noël, ensuite Bernard Buis. Prendre les autres questions. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, il y a tout juste une année, le Parlement a adopté la proposition de loi de Bruno Studer visant à encourager le contrôle parental sur les équipements et services vendus sur Internet et permettant d'accéder à Internet, proposition de loi dont j'ai été rapporteur et je souhaite donc profiter de cette audition pour vous interroger sur plusieurs points. Que pouvez-vous nous dire sur l'état des consultations publiques menées sur le projet de décret ? La Commission européenne et les autres États membres ont-ils transmis des observations au gouvernement sur ce projet de décret ? Pouvez-vous déjà nous dire à quelle date celui-ci sera publié ? Et enfin, pouvez-vous nous indiquer à partir de quand l'obligation d'installer un dispositif de contrôle parental par défaut sera effective pour les fabricants de terminaux et les fournisseurs de systèmes d'exploitation ? Je vous remercie. Merci Sylviane. Bernard Buis, ensuite Franck Montaugé. Merci Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur l'articulation de la fermeture commerciale du réseau cuivre par Orange avec la couverture fibre optique. Vous l'avez déjà évoqué. L'objectif de 80% de fibre optique en 2022 est quasiment atteint au 31 décembre 2022 avec 34,4 millions de locaux raccordables à fibre sur le territoire national, soit entre 79 et 80% de couverture. Mais on observe des disparités territoriales fortes, de 91% des locaux couverts en zone très dense à 68% en zone moins dense d'initiative publique, même si ces dernières ont la dynamique la plus positive, puisqu'elles représentent 73% des déploiements de 2022. Ma question est simple, considérez-vous que l'objectif de 100% fibre sera atteint
lorsque le réseau cuivre sera fermé. On nous parle de 99% en 2025 et 100% en 2026 pour les cas les plus difficiles. Est-ce que vous préparez un plan d'action pour assurer la continuité pleine de services dans les territoires où la fibre arrivera le plus tard et donc pourrait rencontrer des difficultés opérationnelles inhérentes à la fibre en service lors de ces infrastructures par rapport à la nature ? Je pense notamment à quelques fermes dans le Haut-Diois, mais pas que, souvent très éloignées les unes des autres. Par ailleurs, Ardèche Drôme Numérique, en Drôme Ardèche, qui est l'opérateur public, nous annonce aujourd'hui 3% qui ne seront pas raccordés, voire jamais raccordés, car trop chers. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir régler cette problématique ? Ma deuxième question porte sur un autre sujet, c'est l'intelligence artificielle qui est générative et ses conséquences en matière d'emploi. Elle inquiète autant qu'elle fascine, notamment à propos de ses conséquences en matière d'emploi. Si de nombreux acteurs estiment que l'intelligence artificielle risque de supprimer de nombreux emplois, d'autres estiment que les conséquences pourraient être positives, à l'image de l'expert de la tech américaine, M. George Naon, qui estime que l'intelligence artificielle générative créera plus de métiers qu'elle n'en élimine. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Merci Bernard. Franck Montaugé, ensuite Serge Mérillou. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre présentation. Donc, en tant que ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications, comment, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, parce que vous y avez travaillé, il n'écoute pas, comment évaluez-vous les politiques d'accès au numérique et de transformation numérique de l'économie ? Est-ce qu'il existe, produit par votre ministère ou d'autres, des bilans périodiques de suivi de l'efficacité du déploiement de ces politiques numériques donc au service de l'économie française ? Un sujet illustratif particulier de cette question générale, l'attribution des fréquences en cours, je crois, de la bande 2,6 GHz. Quels sont vos objectifs en matière d'accès à la 5G+, pour les professionnels donc ? Quels sont vos objectifs politiques en matière d'accès à la 5G+, par cette bande ? Et en ce qui concerne la transformation numérique des entreprises, quelle que soit leur taille, c'est important, et où qu'elles soient sur les territoires, c'est important aussi. Et enfin, quelle évaluation faites-vous, et le cas échéant comment, de notre souveraineté numérique nationale, si le thème n'est pas passé de mode, et il vaudrait mieux qu'il ne le soit pas, en tout cas me semble-t-il. Merci. Très bien, merci. Serge Mérillou, ensuite Alain Châtillon. Merci. Dans mon département, alors en Dordogne pour ne pas le citer, mais un habitant sur 5 n'utilise pas Internet ou n'a pas les compétences numériques pour y accéder, ce qui fait au total 75 000 Périgourdins, comme ça vous connaîtrez la population du département, sont donc en situation d'électronisme. Ce phénomène n'est pas propre à ce département, alors que les services publics se digitalisent, que nombre de démarches administratives sont désormais uniquement numériques. La question de ces oubliés d'Internet est essentielle, d'autant plus essentielle qu'elle est concomitante avec le niveau de vie et de diplôme et de la catégorie socio-professionnelle. Par exemple, les ouvriers et les agriculteurs sont surreprésentés, mais la fracture numérique se creuse également quand on s'attarde sur les revenus. Internet représente en effet un coût entre celui du matériel ou de l'abonnement, entre autres. Il est donc nécessaire de mettre les moyens pour aller vers ces populations et les accompagner. C'est probablement le rôle de l'État, peut-être pas lui seul, mais de mener cette action de lutte contre cette inégalité. Et ma question, c'est où en est votre stratégie de lutte contre l'électronisme et de résorption des zones blanches? Et puis également, qu'en est-il de la couverture? Alors, je ne parle pas de la 5G, mais au moins de la 4G dans les zones rurales. Merci Serge. Alain Châtillon, ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voulais simplement vous intervenir sur un sujet qui me touche beaucoup sur la Haute-Garonne et sur le Tarn et l'Aude, secteur où nous avions une société qui s'appelait Scopelec. L'agence aujourd'hui ne travaille plus, elle a déposé le bilan, puis dès l'instant où
Orange a souhaité se séparer de ce sous-traitant. C'est pas plus loin de 4000 salariés qui se sont donc arrêtés. Et depuis, rien n'avance. Rien n'avance dans la mesure où on ne voit personne au travail. Les poteaux tombent en bois sur le cuivre. Le cuivre est très souvent enlevé. Et pour l'instant, la fibre, on la voit, oui, on la voit enroulée au-dessus de certains poteaux, c'est tout. Donc depuis 8 mois, je me mobilise, mais je ne vois rien arriver. Donc comme je vous ai senti très positif sur le développement, je voulais vous demander d'intervenir au plus vite pour qu'on puisse trouver des solutions. Et est-ce que le nouveau sous-traitant d'Orange est à la hauteur des espérances d'Orange? Nous avions quelqu'un qui était sur le terrain et avec une entreprise solide. Et elle a été évacuée pour une entreprise en partie étrangère. Une fois de plus, c'est comme ça. Donc simplement, je vous demande d'intervenir. Merci. Merci Alain. Evelyne Renaud-Garabédian, pardon. Ensuite Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur un sujet qui est différent de celui dont on vient de parler. Notre commission va examiner dans les prochains jours une PPL de nos collègues députés sur la régulation de l'activité des influenceurs. Si je salue ce texte que je considère comme étant pionnier, je peine à comprendre comment le texte va contraindre ces influenceurs hors de France à se plier aux règles qui ont été définies par cette PPL. En effet, beaucoup d'influenceurs habitent à l'étranger, notamment à Dubaï, pourtant vendent des produits et des services à des consommateurs français sans le moindre cadre légal et ont arnaqué, comme vous le savez, des milliers de jeunes Français. Un exemple, je vis à Dubaï, je suis suivi par 1 million de followers, dont une grande partie sont des mineurs, et je fais la promotion de centres de pratique esthétique en France. Le texte prévoit l'interdiction de la promotion d'actes de chirurgie esthétique. Comment cette interdiction s'appliquera-t-elle à mon cas particulier, influenceuse française installée à Dubaï? Merci de votre réponse. Merci Evelyne. Jean-Claude Tissot, ensuite Anne-Catherine Loisier, si elle revient. Ah si, elle est là-bas, voilà. Elle est allée à la source. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi j'aurais juste... c'est des compléments d'information, parce que dans votre propos liminaire, vous en avez parlé, à propos de l'arrêt du réseau cuivre. Ce chantier pose la question de l'entretien du cuivre pendant la durée du plan d'ici 2030. Certains territoires ruraux dépendent encore de 25% du réseau cuivre, et il convient de rappeler que l'arrêt de la commercialisation du réseau cuivre est prévu dès le 1er janvier 2026, et compte tenu de la généralisation, et vous l'avez dit, de la fibre qui doit être assurée au 31 décembre 2025. Mais l'extinction du cuivre a déjà commencé depuis 2020. L'opérateur historique n'est plus en charge du service universel, de l'entretien, et n'est plus soumis à l'obligation, vous l'avez dit, et c'est votre souhait, de déployer le réseau cuivre. Et c'est quand même, il y a certains paradoxes quand même, c'est que certains logements en cours de construction ne sont évidemment, donc plus raccordés au cuivre, mais n'ont pas accès à la fibre. Donc, quelle coordination avec les élus? Quelle communication auprès des Français pour conduire ce dossier essentiel pour nos territoires? C'est ma première question. Ma deuxième question, toujours dans le réseau cuivre, vous nous avez annoncé, Monsieur le Ministre, que les négociations avec les opérateurs télécoms sur la création d'un droit au très haut débit devraient aboutir au premier semestre 2023. Ce droit doit permettre aux citoyens de prétendre à une connexion Internet d'au moins 30 mégabits seconde et à des tarifs réduits pour les plus précaires d'entre eux. Ma question est simple. Comment avancent ces négociations? À propos de l'IFER, je n'ai pas bien compris ce que vous nous avez dit. Vous avez fait le constat, et on fait tous le même constat, que le fait de démantèlement ou démontage, les collectivités vont avoir un manque à gagner. Comment imaginez-vous combler ce manque à gagner? Est-ce que vous avez un scénario? Voilà. Et puis, non, voilà. Et puis, oui, sur mon territoire, j'ai aussi Scopelec, qui a pris de plein fouet le non-renouvellement de contrat avec Orange. Donc, je rejoins mon collègue qui a posé la question. Merci, Monsieur le Ministre. Très bien. Anne-Catherine Loisier et ensuite Christian Rodon-Sarrazy. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour votre engagement et notamment pour votre engagement sur une PPL Cyberscore qui a été portée par le Sénat, qui est un outil pour mes collègues à la disposition des particuliers, un outil de mesure de la sécurité, de la protection des données personnelles sur les grandes plateformes que nous utilisons de plus en plus. Donc, je voulais savoir, Monsieur le Ministre, peut-être en quelques mots, où en est ce dossier. On avait eu l'occasion de le suivre. À quelle échéance pourrait-il être mis en œuvre?
Second sujet sur les raccordements complexes, je crois que vous l'avez évoqué. Ma question serait surtout de savoir comment est utilisée cette première enveloppe de 150 millions d'euros, dont on sait qu'elle ne sera pas à la hauteur des besoins qui sont estimés à plus d'1 milliard. Donc, qu'en est-il de la mise en œuvre et qu'en est-il d'une éventuelle reconduction ou d'une augmentation de cette enveloppe pour répondre donc à cette nécessité de raccordement de l'ensemble de nos concitoyens. Sur le décommissionnement du cuivre, effectivement, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Moi, je m'interroge sur la méthode choisie par Orange. Est-ce une méthode choisie ou subie? En tout cas, je constate, et je l'ai évoqué lors de l'entretien avec Xavier Niel, que sur mon territoire de Côte-d'Or, un certain nombre de communes, paradoxalement, fuient le dispositif en disant non, je ne veux pas être dans le dispositif d'expérimentation, ce qui est quand même un comble et qui me semble mal augurer de ce grand enjeu de décommissionnement du cuivre. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'éclaircissement sur la stratégie choisie par Orange ? Sur la spéculation foncière, je crois que vous en avez parlé aussi. Je sais que la PPL de notre collègue propose des solutions concernant les sites nouveaux. Mais qu'en est-il, Monsieur le ministre, des sites existants avec, vous le savez, ces entreprises qui viennent faire des offres alléchantes aux communes en leur proposant de multiplier les gains de leur loyer. Et aujourd'hui, j'avoue que moi, quand je suis sur mon territoire, je rencontre régulièrement des communes qui sont saisies et qui ne savent pas quoi faire. Donc, qu'en est-il par rapport aux sites existants et à cet enjeu majeur de ne pas avoir des pylônes? Vous parliez du New Deal et l'enjeu peut-être d'un nouveau New Deal, mais il ne faudrait pas qu'on commence à enlever des pylônes de l'ancien New Deal, enfin du New Deal actuel. Voilà, donc il y a un vrai sujet d'information aux communes. Et puis enfin, dernière question sur le DMA-DSA. Je voulais savoir si... le texte s'intéresse aussi au crédit cloud gratuit, notamment largement distribué dans les universités. C'est pour moi un sujet de préoccupation puisqu'il capte tous nos jeunes générations avec, vous le savez, des frais de sortie exorbitants. Donc, est-ce que le texte va jusqu'à aborder ces points stratégiques? Merci. Merci Anne-Catherine. Christian Redon-Sarrazy. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Je reviendrai sur un sujet que vient d'évoquer ma collègue Catherine Loisier, qui a été abordé aussi au niveau de la CSNP où je siège, donc, qui concerne les TOERCO, ces fameuses sociétés qui viennent essayer de s'approprier du foncier. Et quand on sait l'enjeu du foncier sur les années à venir en termes de déploiement de nouvelles unités, c'est particulièrement important. Donc je crois que le lien qui peut être fait avec les communes est particulièrement, et l'information qui peut être donnée doit être particulièrement éclairante là-dessus sur les enjeux à venir. Mais moi je voulais vous interroger sur la cohabitation, je dirais, de trois régimes en quelque sorte. Le premier, c'est l'AMI qui est maintenant assez ancien, mais sur lequel il reste dans nombre d'agglos des raccordements en nombre à effectuer avec des opérateurs Orange en particulier qui polémiquent un petit peu parfois sur le sujet a été évoqué ici avec l'ARCEP, a été évoqué avec Orange sur le nombre de raccordements à terminer, à boucler, et c'est particulièrement important dans l'optique du décommissionnement du cuivre, mais aussi la cohabitation de l'AMEL avec les RIP. On a un certain nombre de territoires où cohabitent ces deux modes de développement. Et il y a notamment le problème des infrastructures qui aujourd'hui sont mutualisées entre du cuivre, souvent donc par Orange, et de la fibre. Qu'en sera-t-il le jour où il y aura dépose du cuivre, où il restera des infrastructures qui seront utilisées par des RIP, par exemple, et qui seront la propriété d'opérateurs privés. Je vois venir des grosses difficultés dans l'entretien, notamment des mâts, par exemple, des poteaux. Avez-vous prévu quelque chose autour, je dirais, de ces futures négociations qui devront avoir lieu, ou en tout cas des conflits, parfois même, qui peuvent apparaître dans cette, ce que je qualifierais de cohabitation, en quelque sorte? Par deux questions, je crois que je les avais posées, mais vous avez emporté dans votre élan, oublié d'y répondre. Sur l'expérimentation qui était prévue à l'article 222 de la loi Élan,
voilà, où en est le rapport et est-ce qu'on aura ce fameux rapport. Et deuxième question qui était au centre des polémiques sur l'arrêt du cuivre. Évidemment, Orange dit que le réseau coûte de plus en plus cher à entretenir et on voit bien chez nous que ça doit être vrai parce qu'il n'est pas en très très bon état. Donc on comprend qu'il y a des charges afférentes au réseau cuivre qui sont importantes et qui sont une justification pour les hausses de prix demandées par le dégroupage par Orange. Et en même temps, quand on écoute Xavier Niel, on ne peut pas dire qu'il a tout à fait tort en disant que les abonnements sur le réseau cuivre étant inférieurs aux abonnements de la fibre, ce n'est pas une incitation à la transformation. Donc, quel est votre point de vue sur ce... Voilà, monsieur le ministre, une question sympathique. Pas toujours, mais parfois. Je vais utiliser un premier joker pour la question de la présidente sur l'article 222, car je n'ai pas la réponse, mais je m'engage à la trouver d'ici la fin de la matinée et d'en informer. Hein ? Le rapport, si vous trouviez le rapport... Non, mais de savoir où il en est et à quel moment il va pouvoir être présenté. S'agissant du tarif du dégroupage, il ne m'appartient pas de le commenter. Il faut qu'effectivement le bon équilibre se fasse, l'objectif étant et restant que la migration puisse se faire dans les meilleures conditions. Je vous ai parlé de ce qui est du ressort du gouvernement dans le dialogue avec les collectivités, les opérateurs, qui est le nouvel accord, mais ce nouvel accord se fait dans un cadre de régulation qui est fixé par l'autorité administrative indépendante qui en a la charge. Sur les questions de Sylviane Noël sur le contrôle parental, le décret est actuellement au Conseil d'État. Il devrait en sortir mi-mai et il faudra donc un an avant que les constructeurs de terminaux, je le rappelle, tous les terminaux des smartphones aux consoles de jeux vidéo en passant par les tablettes, seront obligatoirement munis d'un système de contrôle parental répondant au cahier des charges fixé par ce décret. Et l'obligation s'appliquera un an après sa publication effective. Votre question va nous permettre aussi d'être en veille et de nous assurer que dès qu'il sortira du Conseil d'État, il soit pris dans les meilleurs délais. Sur les questions de Bernard Buis, l'objectif est bien d'atteindre la complétude à l'horizon 2025 pour que, à partir de 2026, l'extraction du réseau cuivre puisse se poursuivre. Ce niveau de complétude, qui va se situer quelque part entre 99% et 100%, va dépendre dans certaines zones qui ne sont pas encadrées ni par les obligations fixées aux opérateurs dans la zone AMI, ni par les contrats dans les réseaux d'initiative publique, c'est-à-dire dans la zone très dense, va dépendre de l'accord que nous allons construire à l'horizon de la fin de ce premier semestre. Mais l'objectif est bien, que ce soit dans la zone très dense, qui, comme vous l'avez rappelé, est un peu plus avancée, même si la dynamique y est moindre, que dans les zones RIP, où la dynamique est forte, mais où le taux de locaux raccordables est bien en deçà. Il s'agit d'atteindre la complétude la plus aboutie possible pour préparer le déploiement du cuivre. Où est-ce que le retrait du cuivre, où est-ce que la fibre ne pourra pas être déployée? Ce sont des dérogations qui sont fixées par l'ARCEP et qui sont très restrictives. Ce sont les lignes où le cuivre n'était pas présent initialement, les refus de tiers et au cas par cas, certaines lignes excessivement chères. Et sur ce dernier point, la cherté est relative, est une notion relative. Sur ce point, le régulateur effectue un travail d'analyse. Ensuite, sur la question que vous posez sur l'intelligence artificielle, qui va être l'objet d'un débat cet après-midi au Sénat, les premières études dont nous disposons sont assez parcellaires. Elles semblent évoquer que l'intelligence artificielle générative va s'installer comme un complément à l'intelligence humaine dans une majorité des métiers,
un peu de la même manière que les moteurs de recherche se sont installés dans le quotidien de le quotidien du monde du travail de beaucoup de nos concitoyens, en tout cas ceux qui sont dans des secteurs du service ou de l'industrie, etc. Et ces études font état d'une proportion un peu plus faible, mais néanmoins assez remarquable d'emplois qui pourraient être directement menacés. Mais ces études sont quand même très préliminaires et en vérité, toute technologie a des conséquences sur le marché du travail. Il nous appartient de les anticiper. Grâce au travail qui a été mené depuis 5 ans à la suite du rapport de Cédric Villani, nous avons, comme vous le savez, mis les bouchées doubles sur la recherche et la formation en intelligence artificielle, avec notamment la création de ce qu'on appelle les 3 IA, les instituts interdisciplinaires pour l'intelligence artificielle, à Nice, à Toulouse, à Grenoble et à Paris, qui ont permis de démultiplier le nombre de diplômés, le nombre de chaires en intelligence artificielle, qui est une manière de se préparer à cette arrivée prochaine sur le marché du travail de ces technologies. Sur les questions de Franck Montaugé, je rappelle que je partage avec lui le souci de l'évaluation de nos politiques publiques. S'agissant de la fibre, je signalais le rapport de France Stratégie qui est sorti il y a quelques semaines et qui analyse en détail les impacts d'abord l'atteinte par ce plan de ses objectifs et puis son impact économique, et qui est un rapport très dense et très riche. Puis s'agissant du New Deal mobile, le rapport de la Cour des comptes de septembre 2021 qui en fait une évaluation assez détaillée. Dans les 2 cas, plutôt un satisfecit qui est donné, même si, comme je le rappelais tout à l'heure, le travail n'est pas terminé. Puis sur la question de la souveraineté, je vous le dis et je vais rien dire de très innovant ici. Nous avons un retard à combler. Et les rapports, notamment celui de la présidente, mais d'autres rapports sénatoriaux, ont montré que nos entreprises françaises, notamment, se trouvent s'agissant des services du cloud qui étaient évoqués à l'instant, dans une situation de dépendance excessive à un certain nombre d'acteurs très concentrés situés à l'extérieur de l'Union européenne. Sur les questions de Serge Mériou, rappeler ces chiffres qu'effectivement, nous avons obtenu la semaine dernière, grâce à un rapport détaillé que j'avais demandé au CREDOC et au CREAD pour caractériser l'éloignement numérique. Ce sont 1 Français sur 3 qui sont éloignés du numérique, soit parce qu'ils ne sont pas internautes, soit parce qu'ils ne se sentent pas compétents. Cette proportion ne baisse pas, elle a plutôt tendance à augmenter. Et ce chiffre n'est pas le résultat d'un phénomène générationnel, c'est un phénomène social, puisque le visage des éloignés du numérique, c'est celui des ouvriers, c'est celui des personnes moins diplômées, c'est celui des personnes qui sont dans les zones rurales plutôt que dans l'agglomération parisienne. Et c'est le visage aussi de ceux qui, du fait de ce sentiment de relégation que peut provoquer l'éloignement du numérique, se détournent des urnes, puisque ce sont souvent des gens qui s'abstiennent aux élections. C'est donc une priorité absolue que d'apporter une réponse à cela. Un premier niveau de réponse a été apporté en 2021 avec les conseillers numériques qui ont été déployés sur l'ensemble du territoire. L'attente des acteurs, des élus, c'est que puisse au niveau local se structurer cette politique d'accompagnement des éloignés du numérique qui aujourd'hui est accomplie au quotidien par une diversité d'acteurs qui vont du secrétaire de mairie au responsable de médiathèque en passant par les travailleurs sociaux et ses conseillers numériques. Il convient désormais, et c'est le travail qu'on a engagé avec les 60 parties prenantes, associations d'élus, associations de médiation numérique qui ont travaillé sous l'égide du Conseil national de la refondation pour nous livrer une feuille de route que nous allons restituer dans quelques jours, d'ici la fin du mois, et qui va définir comment, dans chaque territoire, on va pouvoir identifier un chef de file pour cette politique de lutte contre l'éloignement numérique, quels sont les moyens associés à cette politique, quelle est la filière de formation pour les
professionnels de la lutte contre l'exclusion numérique, mais aussi toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, y contribuent. Bref, d'installer au niveau territorial une coordination de l'action de tous les acteurs sur ces sujets. Sur la question d'Alain Châtillon, où je m'engage à intervenir auprès d'Orange et de son nouveau sous-traitant ou de son nouveau sous-traitant éventuel pour s'assurer que le rythme de déploiement reprenne. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble, c'est-à-dire qu'on se mette en lien avec vous. Sur la question d'Evelyne Renaud-Garabédian sur les influenceurs, je crois qu'il faut saluer l'initiative prise au départ par des parlementaires à l'Assemblée nationale et Bruno Le Maire qui ont souhaité donner un cadre à cette activité qui occupe 150 000 personnes en France, avec des activités très vertueuses, de la découverte scientifique, de contenu pédagogique, etc., à des activités qui virent parfois à l'arnaque et qu'il fallait donc pouvoir encadrer et éventuellement sanctionner. Ceci dit, le texte a vocation à être enrichi encore, et je pense que le Sénat se penchera sur les questions que vous soulevez, celle de la localisation géographique des influenceurs en question, pour faire en sorte que nos concitoyens soient bien protégés et que l'activité de ces influenceurs, qui a vocation à grandir dans les années qui viennent, puisse se faire dans un climat de confiance. J'ajoute par ailleurs que le DSA offre aussi une couverture, une protection de premier niveau, puisque le niveau de responsabilité auquel les plateformes vont être astreints vont les conduire à renforcer leur lutte contre les pratiques, en tout cas contre les pratiques illicites qui se développent en leur sein. Sur les questions de Jean-Claude Tissot, sur l'extinction du cuivre, et ça me permettra aussi de répondre à la question d'Anne-Catherine Loisier, simplement rappeler qu'avec la présidente de la commission, nous avons en commun d'avoir vu dans notre département les premières expérimentations de retrait définitif de cuivre se produire. D'abord avec la commune de Lévis-Saint-Nom, ensuite donc qui était la première commune à décommissionner le cuivre intégralement, et puis ensuite avec la commune de Voisin-le-Bretonneux, qui, la semaine dernière, a vu le cuivre s'éteindre, de même que la commune de Provins, en Seine-et-Marne, et 4 communes des Ardennes. Donc 6 communes ont été concernées, et il nous est revenu que cette extinction s'était faite sans grande difficulté, même si elle a permis d'identifier là où se situent les blocages, c'est-à-dire là où, la veille de l'extinction, la veille où on appuie sur le bouton, des locaux n'ont pas encore fait leur transition, mais ce sont bien souvent des locaux qui sont vides ou avec des problèmes de copropriété, ce genre de sujet-là. On va s'avancer vers des expérimentations avec beaucoup plus de communes. Je crois que c'est une trentaine de milliers, puis ensuite plusieurs centaines de milliers d'habitations qui vont être concernées par les prochaines expérimentations. Et s'agissant de l'IFER, oui, il y a effectivement une baisse à attendre de la dépose de la 2G et de la 3G. Et donc, parmi les éléments dont nous discutons et dont nous allons discuter ensemble, puisque si l'IFER est réformé, en définitive, c'est le Parlement souverain qui en décidera au moment de l'examen du projet de loi de finances. C'est pour donner plus de lisibilité à la fois pour les collectivités, mais aussi pour les opérateurs face à une ressource qui va être très volatile dans les années qui viennent. Je reviens sur les questions d'Anne-Catherine Loisier sur le cyberscore notamment. Un projet qui est très exigeant, puisqu'il faut définir un cahier des charges qui va permettre d'afficher à la manière du Nutri-Score dans les raisons des supermarchés un cyberscore pour les sites les plus utilisés. Il faut donc trouver la bonne formule. Le projet de décret et le projet d'arrêté sont actuellement soumis à consultation publique jusqu'au 15 avril, c'est-à-dire
jusqu'à la fin de la semaine sur le site de la Direction générale des entreprises, ce qui va nous permettre de recueillir les observations et propositions des acteurs concernés par l'application du dispositif. Je trouve, pour ma part, c'est une initiative sénatoriale qu'elle est très bienvenue, puisqu'elle va permettre de mettre en valeur les sites qui ont fait les efforts pour se conformer à des standards de sécurité qui garantissent que les données personnelles et les données bancaires des internautes sont protégées, et inciter ceux qui n'ont pas encore fait ces efforts-là à le faire, même si nous veillons évidemment à ce que ce type de système vertueux ne disqualifie pas des acteurs français émergents pour lesquels ce type de mise aux normes peut être particulièrement exigeant. Sur la spéculation foncière que vous évoquiez également, simplement rappeler que la loi Rennes porté par Patrick Chaise a élaboré un dispositif d'information des maires en cas d'acquisition ou de locaux d'un terrain aux fins d'édification de toute infrastructure supportant des antennes d'émission de réception de signaux radio. Une attestation de mandat d'un opérateur de téléphonie mobile doit ainsi être obligatoirement présentée au maire par un acteur souhaitant édifier ou réédifier une infrastructure d'accueil sur un terrain. Ces dispositions-là, qui auraient sans doute pu éviter certaines situation qu'on a constatée avec des interruptions de services. Ces dispositions ont suscité des interrogations de la part des élus sur leur portée ainsi que sur leur modalité de mise en œuvre. J'ai signé la semaine dernière une circulaire à destination des préfets pour accompagner l'envoi d'une foire aux questions qui apporte toutes les réponses aux questions qui nous sont remontées. Et je vous propose de vous communiquer cette circulaire pour que vous soyez bien informés également. Alors notre lecture et celle qu'on fait figurer dans la circulaire, c'est que la règle s'applique à tous les sites. Je crois que je réponds ainsi également aux questions de Christian Redon-Sarrazy. Ah, ça je la garde pour la fin. Mais je suis peut-être arrivé au bout des questions. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de m'en excuser. Sur les crédits cloud qui figurent au rang de ces pratiques anticoncurrentielles, même si elle est perçue par certaines entreprises innovantes comme un moyen de financer ou de cofinancer leur développement, cela fait partie des sujets auxquels nous réfléchissons et qui pourrait éventuellement figurer dans le texte. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cette audition étant de couvrir un certain nombre de sujets, je vous propose que ultérieurement et dans les semaines qui viennent, entre maintenant et la reprise après la coupure, on puisse, avec les sénateurs et sénatrices intéressés, évoquer point par point les éléments du projet de texte, de manière à ce que vous puissiez vous préparer à les corriger et les enrichir le moment venu. Très bien. Christian, oui. Les infrastructures mutualisées. Entre les infrastructures mutualisées aujourd'hui, entre AL, etc. Sur cette question-là, je vous propose de vous revenir. C'est la première fois que j'ai cette question-là, mais je vous fais une réponse détaillée une fois que j'aurai bien analysé. Voilà. Très bien, pas d'autres questions. Monsieur le ministre, merci beaucoup de cette audition et de ces réponses. J'ai l'impression qu'on a du pain sur la planche ensemble dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais comme vous le savez, le Sénat est sur ces questions de numérique dans la diversité des sujets très allant. Et il y a beaucoup de compétences ici dans cette commission, mais aussi dans d'autres commissions. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Mais à cet après-midi, en fait, pour le débat sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et merci à vos équipes. Je vous propose une petite pause de